Si votre maison se trouve dans l'une de ces zones rouges, vos chances de survie sont quasi nulles. Nous vivons tous avec une illusion de sécurité, une croyance profondément ancrée que le sol sous nos pieds est stable, que l'air que nous respirons est neutre, et que la géographie est simplement un décor passif de nos vies quotidiennes. Pourtant, si vous regardez une carte de France non pas comme un touriste, mais comme un stratège militaire ou un expert en risques industriels, le paysage change radicalement. Ce que vous voyez n'est plus un ensemble de départements, de fleuves pittoresques ou de grandes métropoles culturelles. Ce que vous voyez, c'est un champ de mines. La France, sous son apparence de jardin paisible, est parsemée de pièges mortels invisibles qui ne demandent qu'un déclencheur pour se refermer. La plupart des gens choisissent leur lieu de vie en fonction de critères économiques ou esthétiques, la proximité du travail, la qualité des écoles, la vue sur la mer ou l'accès aux transports en commun. Personne, ou presque, ne superpose la carte des vents dominants avec celle des centrales nucléaires. Personne ne vérifie le périmètre de létalité immédiate des usines chimiques classées Seveso, seuil haut, avant de signer un prêt sur 30 ans. Personne ne calcule la densité de population au kilomètre carré pour estimer le temps exact avant qu'un supermarché ne soit pillé et que la rue ne devienne une zone de guerre en cas de rupture de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, nous allons faire ce travail désagréable mais vital. Nous allons redessiner la carte de France, non pas avec des frontières administratives, mais avec des zones de probabilité de survie. Nous allons identifier les couloirs de la mort, les pièges urbains, les zones d'exclusion chimique et les faux refuges. Commençons par l'évidence. Le risque que tout le monde connaît mais que tout le monde refoule, le risque nucléaire. La France est le pays le plus nucléarisé au monde par habitant. C'est une prouesse d'ingénierie qui nous garantit une électricité stable et décarbonée en temps de paix, mais qui transforme le territoire en un archipel de volcans potentiels en temps de crise. Regardez la vallée du Rhône, c'est l'artère vitale du pays, une autoroute de commerce, de tourisme et d'énergie. Mais pour un expert en survie, c'est le couloir de la mort par excellence. La concentration de réacteurs le long du fleuve, combinée au vent dominant comme le Mistral, qui canalise les flux d'air du nord vers le sud, crée un scénario cauchemardesque. En cas d'accident majeur ou de conflit touchant ces infrastructures, ce n'est pas une simple zone circulaire qui serait contaminée, mais un couloir entier, long de plusieurs centaines de kilomètres, qui deviendrait inhabitable en quelques heures. Si vous habitez entre Lyon et Marseille, vous êtes dans ce couloir. La densité de population y est telle que l'évacuation est une chimère. Les autoroutes A7 et A9 seraient saturées en moins de 30 minutes, transformant des millions de véhicules en cercueils de métal immobiles, sous un panache radioactif invisible. Mais le nucléaire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe une menace plus insidieuse, plus immédiate, et souvent beaucoup plus proche de votre chambre à coucher. Le risque industriel chimique. La France compte des centaines de sites classés Seveso seuil haut. Ce sont des usines qui stockent ou manipulent des substances dangereuses en quantité massive. Chlore, ammoniac, nitrate, hydrocarbures. Contrairement à un accident nucléaire qui laisse un délai, certes court, avant les retombées, un accident chimique est instantané. Une rupture de cuve, une explosion, et c'est un nuage de gaz toxique qui se propage à la vitesse du vent. Rappelez-vous l'incendie de Lubrizol à Rouen ou la catastrophe d'AZF à Toulouse. Si vous habitez dans la zone de danger létal de l'un de ces sites, vous ne recevrez pas d'alerte sur votre téléphone assez vite pour fuir. Votre survie dépendra de votre capacité à vous confiner hermétiquement en moins de 3 minutes. Savez-vous seulement où se trouve l'usine Seveso la plus proche de chez vous? Probablement pas. Elle est peut-être cachée derrière une zone commerciale ou juste de l'autre côté de la rocade. Pour beaucoup de Français, le danger est littéralement au bout de la rue. Parlons maintenant du piège le plus vaste et le plus complexe, le piège urbain. Paris et sa petite couronne représentent une anomalie de survie. C'est une concentration humaine de 12 millions d'âmes sur un territoire minuscule, dépendant intégralement, à 100%, de l'importation quotidienne de nourriture et d'énergie. L'Île-de-France ne produit rien de ce qu'elle mange. Elle dispose de 3 jours d'autonomie alimentaire dans les supermarchés, pas plus. En cas de blocage des transports, de grève insurrectionnelle ou de cyberattaque sur la logistique, Paris devient une prison à ciel ouvert. La géographie de la ville, avec ses boulevards, son périphérique et ses ponts, en fait une nasse. En cas de panique, le périphérique ne sera pas une route, ce sera un mur. Les ponts seront des goulots d'étranglement infranchissables. Ceux qui vivent dans les étages élevés des tours modernes seront les premiers touchés par la coupure d'eau, car sans électricité, les pompes ne montent plus l'eau au-dessus du 3e étage. Vivre à Paris en temps de crise, c'est accepter de participer à une expérience de psychologie sociale grandeur nature, où la densité de population garantit la violence. La compétition pour les ressources y sera féroce, immédiate et impitoyable. À l'opposé de ces zones urbaines,
Il y a ce qu'on appelle la diagonale du vide, cette large bande de territoire traversant la France du nord-est au sud-ouest, caractérisée par une faible densité de population. Beaucoup la voient comme le refuge ultime, la terre promise du survivaliste. C'est une erreur d'analyse potentiellement fatale. Si la faible densité est un atout pour éviter les émeutes et les pillages immédiats, elle devient un handicap mortel en cas de rupture de la normalité prolongée. Ces zones sont des déserts médicaux. En cas de blessure grave, d'infection ou de maladie chronique, l'absence de médecins et d'hôpitaux fonctionnels vous condamne. De plus, ces zones sont souvent extrêmement dépendantes de la voiture individuelle et donc du carburant. Sans essence, l'isolement devient une prison. Si vous êtes à 20 km du premier commerce ou du premier voisin fiable et que vous n'avez plus de véhicule, vous êtes retourné au Moyen-Âge sans la préparation ni la communauté qui permettait aux gens du Moyen-Âge de survivre. L'isolement total n'est pas la sécurité, c'est la vulnérabilité. Il faut aussi aborder la question des zones côtières et inondables. Avec le dérèglement climatique, la carte des risques se redessine sous nos yeux. Des millions de Français vivent dans des zones qui sont techniquement sous le niveau de la mer ou dans des lits majeurs de fleuves, protégés uniquement par des digues ou des barrages. La tempête Xynthia nous a rappelé la violence de la mer. En cas de rupture des infrastructures de protection, l'eau ne monte pas doucement, elle déferle. Les zones pavillonnaires construites sur des polders ou des zones humides asséchées sont des pièges. En cas de submersion, les routes sont coupées, l'électricité est détruite, et l'eau potable est contaminée par les eaux usées et l'eau salée. Survivre à l'inondation initiale n'est que le début du calvaire. La pré-inondation, c'est le choléra, la dysenterie, le froid et l'humidité qui détruisent les stocks de nourriture et rendent les maisons insalubres. Alors, où aller? Existe-t-il encore des zones vertes, des sanctuaires? La réponse est oui, mais elles sont rares et nécessitent une analyse fine. Une zone de survie viable doit répondre à une équation complexe. Elle doit être située hors des couloirs de vent radioactifs et des périmètres Céveso. Elle doit avoir une densité de population modérée, ni trop élevée pour éviter le chaos, ni trop faible pour permettre une vie communautaire et une entraide locale. Elle doit avoir un accès autonome à l'eau, idéalement par gravité, source, puits, sans dépendre des pompes électriques. Elle doit être située sur des terres arables capables de produire de la nourriture, loin des monocultures intensives qui nécessitent des tonnes d'engrais chimiques importés. Cette analyse géographique doit aussi prendre en compte la géologie. Les zones calcaires ou granitiques offrent des avantages différents en termes de filtration de l'eau et de stabilité des sols. Le relief est crucial. Vivre en hauteur offre un avantage tactique de visibilité et de défense, en plus de protéger des inondations, mais vivre trop haut expose au froid et au vent. Le compromis idéal se trouve souvent dans la moyenne montagne ou les régions de collines, des zones qui ont historiquement toujours été des refuges, lors des grandes invasions ou des troubles civils, comme les Cévennes ou certaines parties du Massif central. Mais la géographie physique ne fait pas tout. Il y a la géographie humaine. En cas d'effondrement, les flux de population vont suivre des lignes de moindre résistance. Les autoroutes, les grandes nationales, les voies ferrées. Si votre refuge idéal se trouve à 5 km d'une sortie d'autoroute majeure venant d'une métropole, vous serez balayé par la première vague de l'exode urbain. Les hordes dorées, ces millions de citadins affamés fuyant les villes, ne s'arrêteront pas là où la carte dit « campagne ». Ils s'arrêteront là où ils trouveront des ressources ou là où ils seront stoppés physiquement. Être à l'écart des grands axes de circulation est une protection bien plus efficace qu'un mur de béton. Il faut également comprendre la notion de temps de latence. Dans certaines zones, comme les grandes plaines céréalières de la Beauce, la visibilité est totale sur des kilomètres. C'est un désavantage tactique majeur. Vous ne pouvez pas vous cacher. A l'inverse, le bocage, avec ses haies, ses talus et ses forêts morcelées, offre une protection visuelle et physique. C'est un terrain de guérilla défensive, un terrain qui favorise celui qui connaît le territoire contre celui qui le traverse. L'histoire militaire nous l'a appris. Les armées s'enlisent dans le bocage, elles traversent les plaines. Revenons à votre maison actuelle. Faites l'exercice maintenant. Ouvrez une carte, tracez un cercle de 30 km autour de chez vous. Combien y a-t-il d'habitants? S'il y en a plus de 100 000, vous êtes en zone rouge. Tracez un cercle de 50 km. Y a-t-il une centrale nucléaire? Si oui, regardez la rose des vents locales. Êtes-vous sous le vent? Repérez les zones industrielles. Cherchez les sites de stockage de gaz, les dépôts pétroliers. Regardez les cours d'eau. Êtes-vous en aval d'un barrage? Si ce barrage cède, combien de temps avez-vous? Regardez les ponts. Si vous devez fuir, combien de ponts devez-vous traverser? Chaque pont est un point de contrôle potentiel, un goulot d'étranglement, une souricière. Le danger de la géographie, c'est qu'elle est statique. On s'y habitue,
On ne voit plus la tour de refroidissement, on ne sent plus l'odeur de l'usine, on oublie que la rivière charmante est une force destructrice en sommeil. C'est ce qu'on appelle le biais de normalité. On se dit, il ne s'est rien passé ici depuis 50 ans, donc il ne se passera rien. C'est un raisonnement fallacieux. La géographie est patiente. Les failles sismiques accumulent l'énergie pendant des siècles pour la libérer en quelques secondes. Les inondations centennales arrivent, par définition, une fois par siècle, et nous sommes peut-être à la veille de cette échéance. Votre localisation définit votre destin. Dans un scénario de rupture de la normalité, votre compte en banque, votre statut social ou votre intelligence importe peu si vous êtes physiquement piégé dans une zone de mort. Si vous êtes au 15e étage d'une tour sans eau, avec des ascenseurs en panne et des émeutes en bas, vous êtes un prisonnier. Si vous êtes dans une maison en paille, au milieu d'une forêt de résineux en pleine sécheresse et que les pompiers ne répondent plus, vous êtes déjà calciné. La prise de conscience est la première étape. Peut-être que vous ne pouvez pas déménager demain. C'est compréhensible. Mais vous devez adapter votre stratégie à votre géographie. Si vous êtes en zone urbaine dense, votre priorité n'est pas le jardinage, c'est la mobilité et la discrétion, ou la capacité à fortifier un appartement pour une durée déterminée. Si vous êtes en zone inondable, votre priorité est d'avoir des équipements stockés à l'étage et une embarcation. Si vous êtes près d'un site industriel, votre priorité est l'étanchéité de votre maison et des masques à gaz performants. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans la lucidité. La carte de France n'est pas un territoire homogène. C'est un puzzle complexe de risques et d'opportunités. Ceux qui survivront ne seront pas forcément les plus forts, mais ceux qui auront su lire le terrain, ceux qui auront compris que la première règle de la survie est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ne soyez pas une statistique géographique, regardez la carte, vraiment, et posez-vous la question qui fâche. Si tout s'arrête demain, est-ce que l'endroit où je dors ce soir est un atout ou un cercueil ? Continuons notre exploration de ces zones de la mort en zoomant sur des détails souvent ignorés, car le diable se cache dans les détails topographiques et infrastructurels. Prenons le cas des villes cuvettes. Grenoble, par exemple, une ville magnifique, entourée de montagnes, un joyau des Alpes. Mais stratégiquement, c'est un piège absolu. Enclavée, desservie par peu d'axes routiers majeurs qui sont tous des ouvrages d'art, ponts, tunnels, viaducs, la ville peut être isolée du reste du monde en quelques minutes si ses accès sont coupés ou bloqués par la neige, un éboulement ou une action humaine. De plus, sa géographie en cuvette concentre la pollution atmosphérique en temps normal. Mais en cas d'accident industriel chimique, et la région en est riche, les gaz lourds ne s'évacuent pas. Ils remplissent la vallée comme de l'eau, dans une baignoire. Si vous habitez dans une telle configuration géographique, votre plan d'évacuation doit être d'une précision militaire, car vous n'avez pas d'échappatoire à 360 degrés. Vous n'avez que 2 ou 3 sorties, et tout le monde prendra les mêmes. Il faut également parler de la vulnérabilité énergétique liée à la géographie. La Bretagne, par exemple, est une péninsule en bout de ligne électrique. Elle produit très peu de l'électricité qu'elle consomme. En cas de délestage national ou de rupture du réseau haute tension, elle sera la première plongée dans le noir et la dernière rallumée. C'est une impasse énergétique. Si vous y vivez, l'autonomie énergétique, panneaux solaires, générateurs, poêles à bois, n'est pas un luxe écologique, c'est une nécessité vitale de survie, bien plus qu'ailleurs. A l'inverse, vivre à proximité immédiate d'un barrage hydroélectrique peut sembler être un atout pour l'accès à l'énergie, mais c'est aussi vivre sous une épée de Damoclès de plusieurs millions de tonnes d'eau. La carte de l'énergie est aussi une carte des risques. Un autre aspect géographique critique est la proximité des frontières. En temps de paix, une frontière est une ligne imaginaire, une opportunité commerciale. En temps de crise majeure, géopolitique ou sanitaire, une frontière devient un mur, ou à l'inverse, une zone de friction intense. Les régions frontalières peuvent être soumises à des fermetures brutales, coupant des bassins de vie en deux, empêchant les travailleurs frontaliers de rentrer chez eux, bloquant les approvisionnements. Ou bien, elles peuvent devenir des zones de passage pour des flux de réfugiés internationaux, créant une instabilité locale forte. Vivre à côté d'une frontière, c'est accepter d'être aux premières loges de l'histoire internationale, pour le meilleur et pour le pire. N'oublions pas les forêts. La France est de plus en plus boisée. C'est une bonne nouvelle pour la biodiversité, mais avec le réchauffement climatique, la forêt devient un combustible. Les méga-feux, comme ceux qu'ont connus la Gironde ou le Var, ne sont plus des anomalies. Si vous habitez dans ce qu'on appelle l'interface habitat-forêt, c'est-à-dire ces zones pavillonnaires qui grignotent sur les bois, vous êtes en danger. Dans ces zones, il n'y a souvent qu'une seule petite route sinueuse pour évacuer un lotissement entier. En cas de feu rapide, ces routes deviennent des pièges mortels, entourés de flammes. La vue sur la forêt peut se transformer en un mur de feu en quelques minutes. Avez-vous débroussaillé ? Avez-vous une issue de secours qui ne dépend pas de la route principale ?
la géographie sociale est tout aussi létale. Il existe en France des zones de non-droit, des quartiers où les services de l'État pénètrent difficilement même en temps normal. En cas de rupture de la chaîne logistique, ces zones seront les premières à s'embraser. La structure sociale y est souvent déjà clanique, organisée autour de trafics souterrains. En l'absence de police et de ravitaillement, ces structures prendront le contrôle total. Si vous habitez à proximité immédiate de ces zones sans en faire partie, vous êtes sur la ligne de front. La contagion de la violence ne respecte pas les codes postaux, elle suit les rues. Une rue peut marquer la frontière entre une zone relativement calme et une zone de chaos total. Connaître la température sociale de votre quartier et des quartiers adjacents est une compétence de survie urbaine indispensable. Parlons de l'eau, encore et toujours, car c'est le sang de la terre. Les nappes phréatiques ne sont pas réparties équitablement. Certaines régions, comme le sud-ouest ou certaines parties du bassin parisien, subissent déjà des stress hydriques chroniques. En cas d'effondrement des services publics, l'eau du robinet s'arrêtera. Si vous vivez sur une nappe phréatique superficielle et accessible, avec un puits manuel, vous êtes un roi. Si vous vivez sur un plateau calcaire où l'eau est à 100 mètres de profondeur, inaccessible sans forage industriel et pompes électriques puissantes, vous êtes dépendant. La carte hydrogéologique de la France est peut-être la carte la plus importante à posséder. Elle vous dit où est la vie. Elle vous dit si vous pourrez cultiver, boire, laver, survivre. Enfin, il y a la géographie des cibles stratégiques. En cas de conflit de haute intensité, personne ne visera votre maison. Mais on visera ce qui est à côté. Les nœuds ferroviaires, les ports militaires, Toulon, Brest, Cherbourg, les bases aériennes, les centres de télécommunications, les data centers majeurs. La France abrite des infrastructures critiques pour l'OTAN et pour l'Europe. Vivre à côté de la base de l'île Longue, sous-marin nucléaire, ou du siège de la DGSE, c'est accepter d'être un dommage collatéral potentiel. Tracez ces points sur votre carte. Êtes-vous dans le rayon d'explosion ou de contamination d'une frappe conventionnelle ou tactique sur ces objectifs ? L'analyse de ces zones de la mort nous amène à une conclusion troublante. Il n'y a pas d'endroit parfait. Le risque zéro n'existe pas. La Bretagne est loin du nucléaire, mais dépendante énergétiquement. Le Massif central est un château d'eau, mais isolé médicalement. Les villes sont des pièges, mais regorgent de ressources stockées pour un temps court. Le littoral est riche en pêche, mais menacé par les eaux. Le but de cette cartographie mentale n'est pas de vous pousser à construire un bunker au milieu de nulle part, bien que, pour certains, ce soit une option valide. Le but est de vous faire passer d'une posture passive à une posture active. Une fois que vous avez identifié que votre maison est, par exemple, en zone inondable ET sous le vent d'une usine chimique, vous ne pouvez plus faire semblant. Vous devez agir. L'action peut prendre plusieurs formes. La première est la préparation matérielle, stock, équipement. La deuxième est la préparation des compétences, savoir nager, savoir utiliser un masque à gaz, savoir cultiver. La troisième est la planification d'itinéraire. Si la zone A devient dangereuse, par où je passe pour aller en zone B? Quels sont les chemins secondaires, les chemins forestiers, les anciennes voies ferrées désaffectées? Avoir une carte papier IGN de votre région à l'échelle 1/5 millième est indispensable. Le GPS vous trahira, la carte papier ne tombe jamais en panne. Mais la forme d'action la plus radicale et la plus efficace reste le repositionnement stratégique. Déménager. C'est une décision lourde, coûteuse, émotionnellement difficile. Quitter ses amis, son travail, sa maison de famille. Mais si votre analyse objective conclut que votre localisation actuelle est un piège mortel à 90% de probabilité en cas de crise, alors rester est un suicide différé. De plus en plus de Français font ce choix silencieux. Ils quittent les grandes métropoles non pas juste pour avoir un jardin, mais pour avoir une chance. Ils s'installent dans des villes moyennes, résilientes, entourées de terres agricoles, loin des cibles stratégiques. Ils réinvestissent les campagnes vivantes. C'est un mouvement de fond, une migration de survie préventive. Imaginez maintenant 2 scénarios. Scénario A, vous êtes resté dans votre appartement en banlieue parisienne, près d'un dépôt pétrolier. La crise éclate, les routes sont bloquées, l'eau est coupée. Une émeute éclate pour le contrôle de la station-service en bas de chez vous. Un incendie se déclare, la fumée toxique monte, vous êtes piégé avec vos enfants, sans issue, sans eau, au milieu du chaos. Scénario B, vous avez anticipé. Vous avez déménagé il y a 2 ans dans une maison en pierre dans le Tarn ou la Creuse, vous êtes à 10 minutes d'une source, vous avez un poêle à bois. Vos voisins sont des agriculteurs avec qui vous avez tissé des liens, la crise éclate. Vous apprenez les nouvelles par la radio. Votre vie change, certes, elle devient plus dure, plus physique. Mais vous n'êtes pas en danger de mort immédiate. Vous avez le temps de vous adapter. Vous avez l'espace. Vous avez les ressources de base. La différence entre ces 2 scénarios n'est pas la chance,
Ce n'est pas l'argent. Un appartement à Paris coûte plus cher qu'une ferme dans la Creuse. La différence, c'est la géographie. La différence, c'est d'avoir regardé la carte en face et d'avoir pris la décision difficile. Alors, regardez par la fenêtre. Regardez votre environnement. Écoutez le bruit de la ville ou le silence de la campagne. Sentez le vent. Regardez d'où il vient. Regardez la route. Où mène-t-elle? Est-elle une issue ou un piège? Votre maison est votre première ligne de défense. Assurez-vous qu'elle ne soit pas construite sur un champ de mines. La carte de France a ses zones rouges, ses zones grises et ses rares zones vertes. À vous de savoir où vous posez vos valises, car en fin de compte, la survie est une question de terrain. Ne laissez pas le hasard décider de vos coordonnées géographiques au moment où l'histoire basculera. Prenez le contrôle de votre carte, prenez le contrôle de votre destin. Pour finir, il est essentiel de comprendre que la zone de la mort est aussi un état d'esprit. Vivre dans la zone la plus sûre de France ne vous sauvera pas si vous êtes isolé socialement, détesté par vos voisins et incapable de vous adapter. La communauté est la carte ultime. Un quartier solidaire en zone périurbaine peut être plus résilient qu'un ermite suréquipé au fond des bois. La géographie vous donne les cartes de départ, mais c'est la communauté qui joue la partie. Cependant, ne vous y trompez pas. Il est infiniment plus facile de construire une communauté solidaire là où l'eau coule et où la terre nourrit, que là où le béton brûle et où les gaz toxiques flottent. Choisissez votre terrain, construisez votre tribu et soyez prêts. Car la carte ne ment jamais, c'est nous qui refusons parfois de la lire.